Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau soir d'été où le soleil en plus a rendez-vous avec la lune et oui, provoquant bien sûr une meilleure diffusion de 28 minutes bien sûr. Impossible de résister à cette belle équipe autour de la table. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et l'actualité, eh bien c'est l'intelligence artificielle engagée dans une course inarrêtable pour changer nos vies et notre créativité et il serait peut-être temps de voir comment la réguler selon le secrétaire général de l'ONU. AI is already transforming our world. The question is whether we will shape this transformation together or let it shape us. Alors l'intelligence artificielle payera-t-elle la culture au profit de quelques méga-entreprises ou bien nous offrira-t-elle au contraire la chance de devenir tous écrivains ou musiciens? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui jouent de la chronique comme on jongle avec un diabolo sur la plage, à savoir Isadora Darcial et Théophile Cossa. Alors au menu ce soir, Isadora. Eh bien, on termine notre été à l'européenne avec un couronnement des plus originaux en Irlande. Très bien, je crois qu'il s'agit d'un animal. Oh. Hein. Oui. Je crois, voilà, c'est ça, justement, je sais beaucoup de choses. Et vous, Théophile? Le 15 août arrive à grands pas. Peut-être que vous aviez prévu d'aller voir un feu d'artifice dans le village du coin. Peut-être que cette année, il est annulé à cause des incendies ou remplacé par un spectacle de drones. Est-ce l'avenir des festivités? Les spectacles de drones, je vous raconte comment ça marche. Eh bien, on vous retrouve bien sûr en fin d'émission, car avant cela, voyons quel impact la canicule, la sécheresse, les incendies, bref, en fait, ce qu'on appelle désormais l'été 2026, a eu sur la nature et la biodiversité. Alors, juste comme ça, on peut imaginer qu'il n'est pas vraiment positif, mais on va aller un peu plus loin. Et on a demandé pour ça à Julien Perrault, biologiste et fondateur de la revue Salamandre, de nous faire un topo complet sur le sujet. En plus, il a accepté de venir, c'est bien. Et c'est pour ça qu'on le reçoit tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Julien Perrault. Bonsoir. Alors vous êtes biologiste, fondateur de la revue Salamandre, le média du vivant. Le hors-série d'ailleurs de Salamandre, le prochain qui sortira donc en septembre, ça sera sur le thème de la forêt. Forcément, on va en parler, notamment avec l'été qui vient de passer. Je vous prends de l'équipe de 28 minutes, Marion Lourd, Bonsoir. Julia Van Est. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, Julien Perrault, la nature c'est véritablement une passion qui vous habite. Comment avez-vous vécu vous-même, on va dire intimement, les incendies qu'on a vécu en France, en Gironde et dans les Landes notamment? Alors c'est un été difficile à vivre pour tout le monde. Je pense en premier lieu pour les gens qui habitent dans les secteurs où il y a eu des incendies, pour les pompiers, pour tous ceux qui se sont battus pour limiter les dégâts. C'est aussi une période très dure pour les forestiers. Oui. Il y a beaucoup de forestiers qui dépriment, qui s'inquiètent. Donc moi, j'ai traversé plein d'émotions, de la colère, parfois devant l'inaction de notre société face au dérèglement climatique, de la tristesse devant tout ce qui est détruit. Et puis la colère, elle a un mérite, c'est qu'elle donne de l'énergie pour continuer à agir positivement, pour faire sa part. Eh ben, on va essayer d'agir et de parler positivement de cette nature qui vous habite depuis longtemps. Et vraiment, vous avez le profil idéal pour parler de cette nature. Et Olivier Boucreux vous explique pourquoi. Julien Perrault, vous êtes biologiste et fondateur de la revue La Salamandre. Depuis 43 ans, vous racontez le vivant pour nous donner envie de l'aimer et le préserver. Votre hors-série d'automne nous emmène en forêt pour remettre l'homme à sa place dans la nature. Vous avez le profil idéal. Nous vous serions reconnaissants de nous rendre la terre aussi propre que vous l'avez reçue. Suisse, années 70, fils d'un arboriculteur vigneron et d'une secrétaire médicale, vous grandissez au bord du lac Léman. Malgré une forte déficience visuelle, vous observez oiseaux, fleurs et insectes. La nature devient votre refuge, mais routes et centres commerciaux effaçant étangs et bocages, la colère se mêle vite à l'émerveillement. À mon avis, si on continue comme ça, l'avenir sera très mauvais. Et il vaudra peut-être même plus la peine d'être vécu. Votre modèle, c'est Robert Hénard, ami de votre grand-père, naturaliste suisse, peintre, graveur, sculpteur et philosophe. Avec lui, vous découvrez qu'on peut connaître le vivant par la science, mais aussi par l'art et l'émotion. À 11 ans, vous empruntez la machine à écrire de votre grand-mère et lancez dans votre chambre un journal mensuel, Paléontologie. Vous y racontez d'abord les dinosaures, puis préférez interviewer les pissenlits et poser des questions aux crapauds. Une rencontre nocturne avec un petit animal jaune et noir donne bientôt un nom à l'aventure, la salamandre. Vous étudiez la biologie et la botanique à Neuchâtel sans lâcher votre journal. Alors les finances de la revue sont pas mirobolantes. Aujourd'hui, la Salamandre est une maison d'édition franco-suisse à but non lucratif, 28 salariés, des revues, des livres, des films et depuis 2016, la Minute Nature sur YouTube, un safari au pas de votre porte. Regardez ce que je viens de trouver au bord de cette route là. Un joli crapaud.
Dans Une vie pour la nature, vous racontez votre parcours, une vie sans étiquette partisane mais avec un engagement écologique. Chez vous, l'émerveillement doit conduire à l'action contre la surconsommation et l'indifférence. Une philosophie qui traverse ce hors-série consacré à la forêt, votre église comme vous dites, 148 pages pour mieux la comprendre et éviter qu'elle ne devienne un lointain souvenir. Il n'y en a pas un de vous, messieurs, qui aurait été capable de m'expliquer cela. Bravo, vas-y, continue. Voilà, Julien Perrault. Alors, on va parler avec vous justement de l'impact de cet été caniculaire, de cette sécheresse sur la biodiversité, comme on le connaît cet été. Mais juste avant, on vient de le voir dans le sujet d'Olivier Bucreux, vous êtes atteint d'une forte myopie qui, eh ben, vous le disiez quand vous étiez plus jeune, vous le disiez, vous portiez des tessons de bouteille, clairement en forme de lunettes. Ça paraît assez étonnant de voir un homme atteint d'une myopie aussi importante et de se passionner, d'observer ainsi la nature. Est-ce que finalement, cette myopie, quelque part, vous a aidé à observer ? C'est vrai que c'est paradoxal parce que mon métier, en fait, c'est d'ouvrir les yeux du grand public sur toutes les merveilles de la nature qui nous entoure. Et effectivement, moi-même, j'ai une très mauvaise vue. Alors la myopie, ça se corrige avec des verres de contact, oui. Mais j'ai d'autres soucis dans les yeux qui font que je vois à peu près l'équivalent de 30% d'une vue normale, pour vous donner une idée. Donc c'est vrai que pour observer les oiseaux, les insectes, c'est parfois difficile. Je dirais que c'est chaque fois un challenge pour moi. Mais voilà, je raconte tout ça dans mon livre « Une vie pour la nature ». J'explique justement qu'un handicap, ça peut aussi devenir quelque part un atout. On peut essayer d'y trouver aussi du positif pour se dépasser, pour compenser, pour développer des stratégies, pour traverser la vie finalement aussi bien que les autres. Alors on vit en ce moment un été meurtrier, il y a eu une succession de canicules, encore une en ce moment. Il y a les incendies également, tout ça, ça provoque ce qu'on appelle un stress chez les végétaux. Quelles sont les conséquences en fait de ce stress ? Alors les conséquences sont assez dramatiques parce qu'en fait ça fait déjà plusieurs années que le monde vivant tout autour de nous vit un stress. Et d'ailleurs ce qu'on vit aujourd'hui, malgré ce que disent certains hommes politiques, c'est tout à fait prévu. Ça fait 20, 30 ans qu'on sait que ça va arriver si notre société ne change pas son modèle. Donc c'est malheureusement pas du tout surprenant. Et c'est vrai que le monde vivant est stressé tout autour de nous. Et c'est dramatique parce que par exemple une forêt, c'est notre meilleur climatiseur naturel. En plus, c'est un climatiseur qui ne consomme pas d'énergie, qui est biodégradable, contrairement à ce qu'on peut mettre dans nos habitations. Donc, en fait, les forêts sont nos meilleurs alliés face au dérèglement climatique. Et c'est terrible de voir précisément ces forêts qui brûlent et celles qui ne brûlent pas, qui vont guère mieux parce que les arbres, petit à petit, les uns après les autres, canicule après canicule, ils commencent à mourir. Mais justement, à propos de cette sécheresse, un peu partout en France, il y a des restrictions d'eau, on n'arrose plus aujourd'hui nos jardins pendant cet été. On s'est habitué à la résilience de la nature. Ça veut dire que l'année prochaine, tout va repartir comme avant ? On va atteindre des limites, parce que le problème, c'est que le changement est extrêmement rapide. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, ce qui est fondamental, c'est de se dire que tout l'argent, tous les moyens qu'on peut mettre pour limiter le dérèglement climatique ou pour en atténuer les effets, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. C'est pas une charge, c'est pas une contrainte, c'est un investissement pour l'avenir. Et il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que ça devrait être la priorité de notre société pour une simple raison de santé publique. En fait. C'est ça, oui. La plupart des forêts, elles ont été plantées par l'homme. On peut les replanter différemment, comme disait Emmanuel Macron ? Non, alors je pense que simplement de se dire qu'on replante des arbres et que ça refait une forêt, c'est la preuve que c'est naïf. M. Macron ne sait pas ce que c'est qu'une forêt. En général, le monde politique n'est pas très au courant des lois du vivant, du fonctionnement du vivant, c'est fort dommage. Une forêt, c'est très différent. Par exemple, beaucoup des forêts qui ont brûlé dans les Landes, c'est des forêts très précieuses économiquement, il y a tout un savoir-faire, tout un patrimoine, mais en fait ce sont des monocultures, ce sont comme des champs d'arbres si vous voulez, comme un champ de maïs, sauf qu'au lieu d'un épi de maïs, vous avez un pain maritime. Et ça c'est des forêts qui sont extrêmement peu naturelles en fait, extrêmement vulnérables aux incendies, aux maladies, etc. A contrario, ce qui a brûlé à Fontainebleau par exemple, en bonne partie c'était des forêts extrêmement naturelles en fait, et finalement la plupart des forêts françaises sont un petit peu entre ces deux extrêmes. Mais c'est ça, mais donc il faut quand même les planter différemment, c'est ce que dit aussi Emmanuel Macron quand il dit, aujourd'hui, il ne faut plus mettre que des pins dans les Landes. Est-ce qu'il a raison ? Oui, alors des feuillus, ce serait bien, oui. Pour diminuer le risque d'incendie. En fait, la meilleure des choses à faire aujourd'hui, ce que disent les forestiers, c'est qu'il ne faut déjà pas se précipiter pour planter. Il faut regarder ce que fait la nature. Parce que la nature, et c'est ce qu'on raconte dans nos 3 magazines, dans tous les livres qu'on édite, la nature, elle a une force extraordinaire, une créativité extraordinaire. Et en fait, il faut déjà regarder comment la forêt réagit, qu'est-ce qui pousse là où ça a brûlé, avant de se précipiter pour planter n'importe quoi. Et dans ces environnements, il y a des animaux aussi. Bien sûr. Qu'est-ce qui deviennent ces animaux ? Il y en a qui restent, il y en a qui partent, il y en a qui meurent.
Alors les plus gros, ils sont généralement assez mobiles, quoique notre territoire en France, il est extrêmement morcelé, hein, donc avec nos autoroutes, nos voies ferrées, etc. Donc pour beaucoup d'animaux, en fait, nos moyens de transport, c'est des obstacles. Mais par contre, pour tous les petits, c'est dramatique. Quand vous dites petits, par exemple, c'est quoi Petits, par exemple, toutes les créatures qui vivent dans le sol de la forêt, qui sont essentielles parce que c'est elles qui recyclent la matière vivante et qui fertilisent en fait le sol. Toutes ces bêtes-là, elles n'ont aucun moyen d'échapper à un incendie. Donc en fait, il faut des décennies, il faut parfois des siècles pour que tout le sol se reconstitue après un incendie, surtout dans des régions où ces incendies ne sont pas habituels. Donc on voit qu'il y a un impact direct en dehors de ces arbres qui brûlent. On voit que ça a impacté véritablement toute la biodiversité en fait. En fait, une forêt, ce n'est pas des arbres. Une forêt, c'est une extraordinaire communauté d'êtres vivants. Les plus grands, les plus visibles, c'est les arbres. Oui. Mais en fait, je dirais que c'est la pointe de l'iceberg. Alors on va voir comment faire quelque chose justement qui sont positifs, hein, puisque c'est le cas de Salamandre. Avec vous, Julia, il y a 2 célébrités américaines qui viennent de s'allier pour protéger les espèces animales les plus menacées. Oui, Jean-Mathieu, et pas n'importe quelle célébrité, puisqu'il s'agit de Leonardo DiCaprio et Jeff Bezos ensemble. Ils mettent sur la table une enveloppe conséquente, 200 millions de dollars pour sauver 100 espèces animales et végétales et qui sont menacées d'extinction imminente. C'est le cas, par exemple, de l'iguane rose qui se trouve dans les îles Galapagos en Équateur, et il n'en reste que quelques dizaines. C'est le cas aussi du rhinocéros de Java en Indonésie. Aujourd'hui, il serait à peine une vingtaine. Alors la star hollywoodienne et le fondateur d'Amazon vont s'unir via leurs ONG respectives. Ils travailleront en collaboration avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est l'organisme mondial de référence pour la biodiversité. Au lieu, en fait, de diluer des fonds dans des vastes programmes environnementaux, ils ont décidé de cibler, en fait, une catégorie spécifique d'espèces en soutenant les associations sur place qui manquent de moyens. Alors, on parle là, je l'ai dit, de 200 millions de dollars. L'ONU estime qu'il faudrait environ 700 milliards de dollars par an pour enrayer l'effondrement de la biodiversité. Ça veut dire qu'il va falloir mettre beaucoup d'argent sur la table. En fait, on estime aujourd'hui que pour 1 euro que vous mettez pour protéger la nature, en face, vous avez 40 euros qui la détruisent. Ah oui. Ça montre un petit peu l'ampleur du problème. Et je pense que c'est très très bien que ces 2 célébrités s'engagent sérieusement, en consacrant quand même qu'une petite partie de leur fortune encore, hein, c'est modeste, à leur échelle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut tous faire des choses dans notre quotidien, dans son jardin, dans son village, dans sa commune, dans son métier, dans son travail, et que finalement, de prendre soin du monde vivant autour de nous, c'est aussi une magnifique manière de réenchanter notre vie, de nous reconnecter à des choses qui sont belles, qui peuvent nous offrir plein de cadeaux tout au long des saisons. Et c'est vraiment un petit peu voilà, la ligne éditoriale de nos 3 magazines pour les adultes, pour les enfants, de tous nos livres, c'est de nous reconnecter finalement avec ce monde vivant, pour le protéger, mais aussi pour nous-mêmes finalement, parce que ça nourrit notre âme. Un mot tout de même sur le fait d'un syndrome, alors qui est très humain. Dans cette liste proposée là par ces espèces sauvées, on l'a vu par Jeff Bezos et Leonardo DiCaprio, on va les voir là, toutes les espèces sont magnifiques. Elles sont superbes à voir. On voit en effet, cette raie, on va voir des castors, on va voir des singes qui sont magnifiques, super. Elles sont très instagrammables, comme on dit. Et ce syndrome de sauver, en fait, des beaux animaux, ce qu'on appelle le syndrome kawaii, mignon en japonais, il existe véritablement. On préfère sauver un panda qu'un bousier ? Oui, naturellement, ça a été montré dans des études scientifiques, on a plus d'empathie pour les êtres vivants qui nous ressemblent. Donc on a naturellement plus d'empathie pour un primate que pour une limace, par exemple. C'est un fait. Après, ce qui est intéressant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de choisir des espèces sympathiques, attractives, qui sont des espèces parapluies, et qui font que si on arrive à les protéger, finalement, ça protégera tout l'écosystème qui est avec, et toutes les espèces moins sexy, quoi. D'accord, très bien. Ça peut être la parade. C'est noté. En tout cas, vous parlez de toutes les espèces dans Salamandre, et donc votre hors-série de septembre est consacrée à un endroit dont on a beaucoup parlé cet été, pas toujours pour le bonne chose, mais en tout cas, c'est la forêt, et il faudra le lire, et donc ça sort en septembre, sera disponible en kiosque et sur abonnement. Merci beaucoup, en tout cas, Julien Perrault, d'être passé ce soir par 28 minutes. Avec grand plaisir. Allez, passons maintenant à notre débat. Il aura suffi de seulement 4 ans, oui, pour changer nos vies. En 2022 était lancé ChatGPT, et après avoir demandé que le logiciel transforme nos photos en personnages de manga, en fait, on s'est rendu compte que l'IA pouvait servir à plein d'autres choses. Mais pour ça, il faut, comme on dit, entraîner les modèles en aspirant tout le savoir du monde. Alors, assiste-t-on au plus grand pillage de l'histoire de l'humanité de livres, films ou disques afin de nourrir l'intelligence artificielle? N'est-ce pas une manière de rendre la culture accessible à tous? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Des États-Unis à l'Inde, la révélation a choqué dans le monde entier.
Washington Post reported that artificial intelligence companies like Anthropic are buying and then destroying millions of books. We have just one question. What in the Fahrenheit 451 is going on? Look at this. A book being sent to the guillotine. This is to facilitate regurgitation, to feed to AI chatbots that will process these pages in seconds and spew out AI slop. Welcome to the AI age. Aspirer tout le savoir humain pour nourrir leur modèle, c'est l'ambition de l'IA. Et les livres ne sont pas les seuls concernés. Peinture, musique ou encore cinéma, l'IA multiplie les coups d'éclat. En début d'année, cette scène de combat entre Tom Cruise et Brad Pitt enflamme la toile. Générée par IA, par un cinéaste irlandais via une plateforme chinoise, elle dérange jusqu'aux spécialistes de cette nouvelle technologie. Cette vidéo, elle pose un certain nombre de questions éthiques, économiques, artistiques. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui a généré ce niveau de qualité sans l'accord de ses acteurs et sans l'accord des ayants droit associés et des studios qui investissent des dizaines de millions d'euros pour faire des films avec ces acteurs. Face à ces inquiétudes, les pairs de l'IA tentent de rassurer. C'est le cas de Sam Altman, à la tête de la société OpenAI, qui a démocratisé cette technologie avec le lancement de ChatGPT. Chess was one of the first victims of AI, right? Deep Blue could be Kasparov, whenever that was, a long time ago. And all of the commentators said, this is the end of chess. Now that a computer can beat the human, no one's gonna bother to watch chess again, ever. It's over. Or play chess again. Chess has, I think, never been more popular than it is right now. Alors, l'IA est-elle une machine à piller notre matière grise, ou va-t-elle au contraire démultiplier les accès à la culture et offrir à chacun des outils pour s'exprimer ? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Jean Catan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien secrétaire général du Conseil national du numérique. Votre livre, Nous sommes les réseaux sociaux, est paru en 2022 aux éditions Odile Jacob. Et selon vous, les entrepreneurs de l'intelligence artificielle sont des délinquants, parmi les délinquants les plus puissants que la Terre ait jamais portés, dites-vous. Donc, ils se fichent des régulations françaises pour protéger le droit d'auteur. À vos côtés, Isabelle Lehaut, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de l'ADAMI. Alors l'ADAMI, c'est une société de services pour les artistes-interprètes, notamment la gestion de droits d'auteur. Et selon vous, les artistes et les auteurs ne vont pas se laisser piller indéfiniment par les géants de l'intelligence artificielle. Donc il y aura de plus en plus de procès et seuls survivront les IA qui respectent la propriété intellectuelle. Et puis Guillaume Gralet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du service Sciences et Tech au Point. Votre livre Pionnier voyage aux frontières de l'IA est paru aux éditions Grasset. L'intelligence artificielle pour vous, c'est comme un enfant de 4 ans. C'est une machine à apprendre, mais en beaucoup plus bête, dites-vous. Car contrairement à l'enfant, elle n'a jamais expérimenté la gravité, le froid, le chaud. Elle n'a ni âme, ni ressenti, ni émotion. Dites-moi, et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Marion, et le chiffre du jour. 1,5 milliard de dollars, ça c'est la somme record que l'entreprise californienne Anthropic va verser à des éditeurs et à des auteurs. C'est une indemnisation pour avoir piraté 7 millions de livres de toutes sortes pour entraîner leur agent IA Claude. L'objectif, je cite les patrons d'Anthropic, c'était d'obtenir tous les livres du monde. Mais à quoi ça peut bien servir ça, Guillaume Gralet ? Eh bien, en fait, un des buts d'Anthropic, alors ce qui est assez dommageable, c'est qu'on a découvert à l'insu d'Anthropic, Anthropic voulait cacher cette opération de pillage, parce que certains livres ont été obtenus illégalement, puis ils ont détruit ces livres. Eh bien, c'est effectivement de créer une machine capable de parler comme l'homme, où vous ne saurez plus trop si vous parlez avec un voisin, une voisine, un collègue de bureau. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais pourquoi vouloir à ce point imiter l'homme, ça on en parlera tout à l'heure, et surtout pourquoi faire, en fait, ce qui est assez dérangeant dans cette révélation, c'est qu'Anthropic a souvent été l'entreprise la plus en pointe dans ses préoccupations éthiques, celle qui a alerté sur un bain de sang à venir chez les cols blancs, sur les dommages possibles de l'IA dans les emplois. Des emplois supprimés, en fait. Exactement, oui. Des emplois supprimés, qui a alerté sur la capacité de ces machines de créer des cyberattaques, qui n'a pas voulu, d'une certaine manière, collaborer avec le Pentagone, parce qu'elle ne voulait pas que son intelligence artificielle serve à prendre la décision de tuer ou pas d'autres hommes en cas de conflit. Donc on est extrêmement déçus lorsqu'on se rend compte de ce projet qui était mené en catimini, de ne pas vouloir respecter les auteurs. Un droit d'auteur, c'est un combat, et on se demande jusqu'où, là où ces sociétés veulent nous emmener. Mais Jean Catan, là on parle d'une société Anthropique, mais on se rend compte que la plupart des sociétés qui s'occupent de l'intelligence artificielle ont un procès sur ce sujet. Je prends par exemple celles qu'on connaît bien, par exemple comme Google, OpenAI, des choses comme ça. Elles ont un procès actuellement à cause de droits d'auteur. Tout à fait.
fait. Et des journalistes ont d'ailleurs révélé dans les colonnes de Mediapart, par exemple, que Mistral n'était pas non plus totalement innocente. Voilà, dans ce système où finalement tout le monde prélève pour ensuite créer de la valeur, mais surtout capter les revenus qui pourraient en être générés. Donc l'enjeu du siècle, désormais, pour l'avenir de la création, pour le monde de la culture, c'est bien de mettre sur pied des modes de redistribution de la valeur générée et de s'assurer que les créateurs, les artistes, et pourquoi pas de nouvelles catégories, disons, de personnes qui pourraient rejoindre ce monde de la création émergent demain toujours plus. Mais Elisabeth Luo, Guillaume Gralet disait qu'il s'agissait en l'occurrence de développer le langage de l'agent IA de cette entreprise de la Silicon Valley, mais est-ce que ça pourrait aller jusqu'à écrire un livre? Vous qui vous occupez de droits d'auteur, ça vous fait pas peur, ça? Les artistes sont très inquiets et oui, ça peut aller jusqu'à écrire un livre, ça va aujourd'hui jusqu'à écrire des scripts, ça va aujourd'hui jusqu'à... De films, oui. Tout à fait. Ça va jusqu'à singer la voix d'un comédien pour faire du doublage. Donc le danger que vous décrivez, il est là, il est maintenant. Ce qui est intéressant avec ce projet Panama, au-delà de son nom un peu grotesque, on a l'impression d'une histoire d'espionnage qui a mal tourné, au-delà de la symbolique, c'est une histoire de pillage du droit d'auteur. C'est-à-dire qu'on a pris des livres. Je rappelle que quand vous achetez un livre, vous achetez le droit de le lire et rien d'autre. Et pour autant, on a pris ces livres, on les a désossés, on les a fait entrer dans la machine et puis on les a mis au pilon. C'est une métaphore terrible de ce que l'IA fait à la culture. Voilà, alors là on a vu tout à l'heure cette journaliste en effet qui parle d'autodaf et qui cite même Fahrenheit 451, le fameux livre de Ray Bradbury où les livres sont interdits, on les brûle, un film ensuite de François Truffaut. Mais est-ce qu'on en est là? C'est-à-dire véritablement aujourd'hui, ça veut dire que typiquement, est-ce que toutes les entreprises de l'IA font ça? Ça veut dire qu'en gros prennent des livres et les brûlent? En tout cas, c'est cette révélation qui est extrêmement dérangeante. Vous avez parlé tout à l'heure d'apprentis sorciers, de brigands. Sam Altman, par exemple, le co-créateur d'OpenAI, s'enorgueillit quelque part d'être né un 22 avril, tout comme Robert Oppenheimer, c'est-à-dire qu'il se rend compte de la puissance... de la bombe atomique. Le créateur de la bombe atomique, de la puissance de la création actuelle, qui peut être utilisée pour le bien, on peut le dire juste en une phrase, de Miss Hassabis, par exemple, qui est un autre personnage. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, aller voir tous ces personnages, ces femmes et ces hommes moins connus, leur demander vers où ils veulent nous emmener, vers où on va dans 10 ans, qu'est-ce qu'il faut apprendre à nos enfants pour tirer parti de ce monde. Eh bien, on a le meilleur avec Demis Hassabis, prix Nobel de chimie, parce qu'il a créé un mode de représentation de la modélisation des protéines. Ça permet des progrès fabuleux en chimie, en médecine, par exemple. Et puis, en même temps, on a le pire avec ce non-respect des droits d'auteur, cette représentation complètement... déformé de la réalité, et surtout le pire est à venir, malheureusement j'ai envie de dire, même si j'adore le progrès, avec l'apocalypse cognitive, c'est-à-dire être tenté de laisser la machine réfléchir pour nous, et de plus en plus on se projette de cette super intelligence qui devient une religion alors qu'elle devrait être à notre service. Mais Jean Catan, si on revient à ces livres détruits, découpés, brûlés, ça c'est pour la métaphore, ils continuent d'exister ces livres. Oui, alors ils peuvent exister sous format numérique si tant est qu'ils aient été numérisés, mais justement, s'ils ont été acquis en format papier, c'est généralement qu'on ne les trouvait pas en ligne, et justement, c'est un facteur différenciant pour Anthropic. Une fois que toutes les données sur Internet ont été exploitées par toutes les IA, comme on le disait tout à l'heure, il faut aller chercher de la donnée ailleurs et de la donnée de bonne qualité. Les proposer en réalité. Donc aller chercher vraiment ce qui va rendre l'offre de Claude, d'Anthropic, différenciante par rapport aux autres IA sur le marché. C'est ça. Alors, on a parlé des livres, mais ce n'est pas le seul secteur concerné, le secteur culturel concerné par l'IA. Il y a bien sûr la musique. Et avec vous, Julia, on va voir que de plus en plus de musique générée par l'IA envahissent les plateformes de streaming musical. Et il y aurait même un cap qui a été franchi cet été? Oui, pour la première fois au mois de juin, plus de la moitié des titres mis en ligne sur Deezer étaient 100% IA. Alors si la plateforme de streaming française se montre si affirmative, c'est qu'elle a mis en place un système de détection. L'année dernière, plus de 13 millions de titres générés par l'IA ont été signalés, ce qui a permis donc à la plateforme Deezer de les écarter, notamment de ses recommandations ou de ses playlists officielles. C'est pourquoi, au final, la musique artificielle ne représente qu'une faible part des écoutes réelles sur Deezer, entre 1 et 3% au total des streams. Mais chez ses concurrents comme Spotify ou Apple Music, l'approche est beaucoup plus souple. Pour eux, peu importe qui compose, que ce soit un humain ou un robot, ils ne sanctionnent que les fraudes sur les écoutes et le piratage. Donc ces deux plateformes brassent une quantité impressionnante de musique générée par les machines. Et ce qui est déroutant, c'est que les auditeurs n'y voient
que du feu. L'année dernière, dans le cadre d'une vaste étude, certains ont passé des tests à l'aveugle. Et figurez-vous qu'ils ont quasiment tous été incapables, 97% incapables de faire la différence entre une musique IA et une musique humaine. Chiffre impressionnant. 80%, une grande majorité réclame donc aujourd'hui un étiquetage clair sur les musiques diffusées sur les plateformes de streaming. On voit donc que s'il y a des gens qui sont incapables de faire la différence entre musique humaine ou musique générée par l'IA, en fait, il y a pas vraiment de problème. Enfin, je veux dire, c'est pas grave s'il y a des musiques IA qui circulent sur les plateformes de streaming. Qu'est-ce que vous en pensez, oui, Elisabeth Léo? C'était un peu provocateur, donc non, je ne partage pas évidemment cette assertion. Si aujourd'hui, vous avez raison de le souligner, il y a peu d'écoute des titres IA, c'est notamment parce que Deezer les enlève de ses recommandations algorithmiques, c'est aussi parce que c'est assez mauvais. L'IA n'a pas réussi, vous disiez tout à l'heure, l'IA n'a pas un enfant de 4 ans, l'IA n'a pas eu de trauma d'enfance. Donc il manque une patine à l'IA aujourd'hui pour créer des titres qui attirent réellement le public. Mais on voit que cette technologie fait des progrès ahurissants tous les mois. Donc peut-être demain, l'IA va faire des titres incroyablement séduisants que vous et moi aurons envie d'écouter. Donc on fait partie de ces organisations qui demandent non seulement l'étiquetage, mais le retrait des contenus. Pardon, mais quand vous dites ça, parce qu'on le sait aujourd'hui, l'IA, ce n'est pas seulement que du négatif, on l'a bien vu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui se servent aussi de l'IA pour construire leurs morceaux de musique. C'est pas pour ça que le morceau va être mauvais. Jean Gaëtan, on le voit très bien, notamment dans les musiques électroniques ou même dans les musiques comme le rap ou les choses comme ça. On se sert de ça. Oui, c'est tout à fait autre chose, mais je pense que le public, finalement, sera le juge de paix dans l'histoire. Et moi, je fais cet acte de foi, disons, que ce que va chercher le public chez un artiste, c'est l'artiste. Je pense qu'il est assez difficile, finalement, et on va peut-être se rendre compte de dissocier l'œuvre de l'artiste, et que même si on ne va pas tous voir en concert les artistes que l'on écoute, on connaît leur existence, on connaît leur provenance, on connaît finalement leur terrain social et on connaît aussi la situation dans laquelle s'inscrit leur œuvre. C'est-à-dire qu'une œuvre s'inscrit dans un contexte, dans un environnement et on va le recevoir en fonction de cet environnement. Une œuvre ne peut pas être dissociée de toute cette approche contextuelle, il me semble. Oui, ce matin, en fait, j'écoutais la chanson parce que je savais qu'on allait voir ce soir de Nick Cave qui s'appelle I Need You, vous savez, qui a malheureusement perdu deux de ses fils et ça nourrit son œuvre. Et je me dis, jamais une IA, heureusement, ne créera un tel morceau, mais j'ai envie de dire, mais que de temps perdu. Pourquoi on n'utilise pas ces fameux data centers qui polluent, qui consomment énormément d'énergie pour justement résoudre des problèmes mathématiques complexes, aller vers s'attaquer à des vrais problèmes de l'humanité comme le cancer, c'est ce qu'appelle Demis Hassabis. Il y a une réunion qui s'est passée toute la semaine dernière, quasiment personne n'en a parlé, c'était à Lagos, au Nigeria, autour de l'intelligence artificielle. C'est la 9e fois où tous les scientifiques africaines et africains se rassemblent à chaque fois dans une capitale africaine différente pour utiliser l'IA pour le bien commun, de manière ouverte, pour prédire des catastrophes climatiques. Et je me dis que l'IA ne devrait pas nous remplacer, mais nous aider. En même temps, Elisabeth Léo, je pose une question un peu provocante, mais demain, là, si je veux enregistrer une chanson comme Paul McCartney, qu'est-ce que ça peut faire en fait? C'est pas grave. Il faudrait en parler à Paul McCartney. Il faudrait avoir son accord. Vous seriez d'accord pour que j'utilise après, si je la produis voix, pas, après si je la produis pas, si je la mets pas en vente. Mais est-ce que Paul McCartney, il est d'accord pour que vous jouiez avec sa voix dans votre salon? Il aurait le droit de dire ça me dérange, moi. C'est ça. Donc ce que vous reprochez, c'est qu'en fait les artistes n'aient pas le droit au chapitre. C'est ça. Ils ne protestent pas en fait. On a vu d'ailleurs Scarlett Johansson, je me permets, porter plainte contre OpenAI, toujours la même maison, parce qu'il y avait l'utilisation de sa voix et de son personnage. Alors on va remonter un peu plus loin. On va se poser la question si en art la machine n'était pas supérieure à l'humain finalement quand même. C'est possible et c'est pas moi qui le dis. Je vous le dis tout de suite. C'est Salvador Dali. En 1973, le peintre espagnol montre une photo d'un tableau de Picasso sans en révéler l'auteur à un public très très averti. La suite n'est pas des plus optimistes pour l'espèce humaine, c'est notre archive du jour. L'informatique, c'est l'unique chose qui peut nous être de secours. Dernièrement, j'étais à l'école polytechnique et il y avait 300 polytechniciens. Et j'ai montré une image d'un tableau. Et il y avait parmi des critiques d'art. Alors j'ai dit, celui qui puisse me dire qui c'est l'auteur de ce tableau, qui lève la main. Personne l'a fait. J'aurais préféré un seul cerveau électronique, cybernétique, parce que lui, il aurait dit, cette image est une image de Pablo Picasso.
Alors Jean-Caton, est-ce que vous êtes d'accord avec Salvador Dali? Est-ce que la machine peut par un moment dépasser l'humain? Alors non, oui, tout à fait. Enfin, dans la réalisation, ça, il n'y a absolument aucun doute. Et je pense que dépasser l'humain dans la capacité de création, je pense que ça vaut pour tout le monde ici autour de la table, ça c'est très clair. Maintenant, je pense que c'est pas ça qui est en jeu. Justement, quand on regarde une œuvre de Pablo Picasso, on va pas la regarder aujourd'hui après beaucoup de discussions sur qui était Pablo Picasso, de la même manière qu'il y a quelques dizaines d'années. Quand je regarde justement Salvador Dali, je ne regarde pas que lui, je regarde lui dans une photo de Philippe Halsman, je regarde justement ses propos, je vais regarder le film Dali sur lui, sur sa vie, sur une interprétation de lui-même. Donc je ne vais pas regarder qu'un tableau de Dali quand je vois un tableau de Dali. Et c'est là où je pense qu'il y a un rôle à jouer pour aussi une pensée sur la culture beaucoup plus vaste. Et c'est peut-être là qu'elle est la révolution finalement. C'est accepter qu'une œuvre n'est pas qu'une œuvre et de s'intéresser à autre chose que ce qui nous est juste donné à voir. Il y avoir des choses derrière, en effet. Et il y a certains, comme le peintre et photographe Laurent Askianazi, qui, par exemple, utilisent l'IA comme un outil, réellement un outil de création. On voit ces images qui ont en fait été construites par des prompts, c'est-à-dire des règles qu'il a données, les consignes qu'il a données à l'intelligence artificielle. Il avait l'image en tête, il lui a dit de construire cette image et il a recommencé jusqu'à ce que l'image corresponde finalement exactement à ce qu'il voulait. C'est comme si l'IA était en quelque sorte un pinceau. Donc Elisabeth Léaud, c'est aussi un outil de création. Bien entendu, mais les artistes sont en général pas du tout hostiles à la technologie. Ils l'ont toujours appelé. Vous le rappeliez tout à l'heure, les artistes, ils ont utilisé les samples dans les musiques électroniques, dans le rap. Donc l'IA comme outil, comme augmentation de la capacité créative, fort bien. Comme substitution des artistes, là on dit non. Justement, par rapport à la substitution des artistes, Guillaume Gralet, dans le milieu du cinéma, c'est un peu plus compliqué. On a vu tout à l'heure dans le reportage cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux. On voit Tom Cruise et Brad Pitt se battre sur un toit. C'était généré par l'IA. Comment ça va se passer pour la suite? Est-ce que les acteurs vont intenter des procès, par exemple, ou peut-être lancer des mouvements de grève, comme ça a déjà été le cas il y a déjà années énormément. Alors, ce que je trouve assez intéressant, c'est... je parlais la semaine dernière avec un réalisateur sénégalais qui s'appelle Hussein Dembel Sow, qui a passé un mois en Chine, et là, il a utilisé l'intelligence artificielle pour faire revivre un épisode qui s'appelle Tiaroy 1944, qui s'est passé au Sénégal, et il dit sans l'IA, je n'aurais jamais pu le faire revivre, mais il s'est appuyé sur un studio californien, c'est peut-être le seul, Moon Valley Studio, qui respecte les droits d'auteur, qui ne consomme pas trop d'énergie, mais il me dit en même temps, je suis inquiet parce que je vois la vague chinoise arriver, des logiciels, on en parlait beaucoup de Runway jusqu'ici, mais il y a Seedance 2.0, qui sont donc très rapides. Qui sont très rapides, et est-ce que ce petit studio qui respecte les droits d'auteur, qui fait du sur-mesure, qui veut avoir un comportement éthique, est-ce qu'il pourra survivre? Rien n'est moins sûr, donc c'est quand même assez inquiétant. Alors l'intelligence artificielle, elle continue d'inquiéter quand même, puisqu'on n'est pas encore arrivé à des règles vraiment. Le sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders, figure de la gauche progressiste, en a même fait un cheval de bataille. Il a écrit cette semaine aux patrons d'OpenAI, Anthropic et Meta pour leur demander de suspendre tout simplement le développement de l'IA. These technologies, AI and robotics, are being pushed by the wealthiest people in the world, right? Everybody knows that. It's Mr. Musk, Mr. Bezos, Mr. Zuckerberg, all of these guys, a handful of guys, very wealthy guys. What is the foundation of AI? It is human knowledge. Every book that has ever been written, every poem, every math equation, your work on your podcast, it is part of AI. Should humanity benefit from that, or just Mr. Musk and his friends? I think humanity should. Alors aux États-Unis, l'intelligence artificielle et l'appropriation intellectuelle, ça devient vraiment un enjeu politique. On le voit, c'est aussi parce que c'est un des pays les plus avancés. Elisabeth Léaud, ça vous interroge que ça ne soit pas plus présent dans le débat français politique ? Oui, tout à fait, parce que c'est un enjeu civilisationnel, c'est pas un enjeu de technologie, je trouve que c'est même pas un enjeu de droit, c'est un enjeu de civilisation. Et je crois que l'Europe a une vraie carte à jouer, et moi je crois beaucoup au développement d'une IA éthique. Si je devais parler aux géants de la tech ou aux dirigeants de la tech, je dirais que la vraie disruption, la véritable innovation, ce serait un modèle d'intelligence artificielle éthique. Oui, c'est ça, et non pas le côté pillage, justement. Tout à fait, qui à mon avis n'a pas d'avenir, il tombera sous les contentieux. S'il y en avait un qui pouvait nous faire gagner 20 ans par rapport à ce qu'on a connu avec le streaming, en disant, bon, ben, j'admets, les auteurs et les artistes, ils ont des droits, je vais les respecter. Si on pouvait le faire maintenant et pas se ruiner dans des contentieux et perdre des années, je trouverais ça extrêmement positif. Alors Jean Caton, on a vu quelques
candidats à la présidentielle en parlaient, mais on voit qu'ils y vont véritablement, ils savent pas trop, on a l'impression de maîtriser le domaine. Pourtant, il y a une loi actuellement qui est discutée, qui a été discutée au Sénat, mais qui n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette loi d'ailleurs? C'est pour cadrer davantage? Alors si on parle de la proposition de loi d'Arcos, donc vraiment, et donc là qui a été discutée justement à l'Assemblée nationale, beaucoup d'amendements déposés justement par la majorité qui ont fait que ça a finalement conduit à une sorte d'échec. Je pense que là, peut-être, mais on peut en discuter, on reste un petit peu dans les ornières du passé. Les revendications sont immensément légitimes sur la défense des droits, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais justement, si on veut gagner 20 ans, si j'avais une proposition à faire, ce serait justement d'aller vers un mécanisme qui serait beaucoup plus collectif que d'aller à chaque fois devant les tribunaux, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et cette proposition de loi vise précisément à établir une forme de présomption, donc à l'avantage de l'artiste, lorsqu'il est devant les tribunaux. Mais je pense que c'est déjà trop tard et personne ne le souhaite en réalité d'aller devant les tribunaux. Par contre, penser un mode de redistribution en amont qui soit généralisé, qui soit collectif et qui soit au soutien de cette création, mais beaucoup plus vaste peut-être qu'elle ne l'est aujourd'hui, alors je pense qu'il y a là un rôle à jouer pour l'État. Est-ce qu'on ne se met pas un boulet au pied à vouloir réguler alors que la France est un petit peu en retard sur ces thèmes-là? Sur l'IA notamment. Moi je pense que réfléchir, réguler, c'est très bien, il faut le faire. Effectivement, on a parfois la caricature de dire oui, l'Europe régule, alors que les Américains et les Chinois n'arrêtent pas de se... On est sur le numérique souvent, oui. Numérique. Moi, je pense qu'on ne doit pas se faire l'économie de cette réflexion. Juste un petit exemple, parce que j'ai des amis qui sont reporters, qui vont en Ukraine, par exemple, qui vont dans les zones de guerre. Parfois, ces informations sont reprises par des moteurs de recherche, par des outils d'intelligence artificielle générative. Or, aucun de ces outils d'intelligence artificielle générative qui s'en sert pour gagner des abonnements, ce ne sont pas des ONG, tant mieux pour elles, mais elle ne participe pas pour l'instant à cette mission d'information. Donc il faut effectivement créer une manière de fonctionner complètement différente qui permette, je pense, j'espère en tout cas aux médias de continuer à travailler. De continuer à travailler. Très bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu à 28 minutes pour parler de ce sujet. J'imagine qu'on va continuer à discuter pendant quelques mois encore. Merci à vous trois. Allez, à suivre dans 28 minutes, garantie sans IA cette fois-ci, les chroniques d'Isadora Darcial et Théophile Cossa. Dans notre été à l'européenne, nous partirons en Irlande pour une chasse aux boucs, et oui, assez particulière. Avant de voir 15 août et interdiction des feux d'artifice oblige dans certaines régions, les spectacles de drones, comment ça marche. Mais avant ça, glissons avec Victor de Quiver sur la vague, parfois tempétueuse, de la culture générale. Et cette question, qu'on s'est tous posée, enfin je crois d'ailleurs, ce soir, dans Vous dînerez moins bête, faut-il prendre des bains de champagne pour rester jeune? Faut-il prendre des bains de champagne pour rester jeune? La question vous paraît farfelue, et pourtant. En 1794, Joséphine de Beauharnais sort de prison. Elle a frôlé la guillotine pendant la Terreur, son premier mari a été exécuté, elle est veuve, mère de 2 enfants et n'a plus rien. Mais elle est bien décidée à prendre sa revanche. Elle loue un hôtel particulier rue Chantraine, à Paris. Elle y reçoit toutes les personnalités importantes du directoire. L'Italien, Hoche, Fouché et surtout Paul Barras, l'un des hommes les plus puissants du régime. Elle devient sa maîtresse. En 1795, Barras lui présente un jeune général corse, Napoléon Bonaparte. Elle a 32 ans, lui en a 26, et grâce à l'influence de Joséphine, Bonaparte est nommé général en chef de l'armée d'Italie. Mais, pour régner sur les salons parisiens, il faut briller. Et briller demande du temps. Joséphine passe 3 heures par jour à sa toilette. Bain de champagne, réputé pour effacer les ridules. Bain chinois à base de pâte d'amande. Bain à l'eau de rose et des parfums. Surtout du musc en quantité industrielle. On la surnomme d'ailleurs la folle du musc. Être élégante, parfumée, remarquée, c'est avoir du pouvoir. Napoléon tombe sous le charme. Et ce n'est pas grâce à sa coquetterie, car depuis les champs de bataille d'Italie, il lui écrit « Ne te lave pas, j'accours, et dans 8 jours, je serai là ». Ce qu'il aime, lui, c'est son odeur naturelle. Ça valait bien le coup de passer 3 heures dans du champagne. En 1804, Joséphine devient impératrice. Arme diplomatique majeure, elle brille. Les rituels continuent, champagne, musc, et elle dépense 680 robes, 800 paires de chaussures, 1000 paires de gants. Napoléon lui donne 480 000 francs par an, elle en claque 2 millions. En 1809, le couperet tombe, divorce, pas à cause des dépenses, pas à cause de la petite différence d'âge, non, l'Empire a besoin d'un héritier et Joséphine ne peut plus en avoir. Napoléon épouse Marie-Louise d'Autriche, les bains de champagne n'ont pas suffi. Voilà, vous dînerez moins bête.
Merci Victor de Quiver. Il faut donc que je perde cette habitude des bains de champagne. Voilà, en tout cas, voilà, c'est noté. Allez, il est temps de les retrouver, Isadora Dorcial et Théophile Cossa pour vos chroniques. On commence avec vous, Isadora, puisque alors, c'est la dernière ce soir. Oui. Notre été à l'européenne touche à sa fin. Dernière escale en Irlande avec une tradition vieille de 400 ans. Oui, 4 siècles que les Irlandais érigent un animal sauvage en souverain et fondent un bouc, le roi de Kilorglin, petite ville du sud-ouest du pays, pour la Puck Fair. Il s'agit du plus vieux festival foire d'Irlande qui se déroule en août et qui couronne chaque année l'animal. Le coup d'envoi est donné lorsqu'un chasseur de chèvres part chercher un bouc dans la montagne, un bouc sauvage, et ce bouc va pendant 3 jours durant dominer la ville. Depuis lundi jusqu'à ce soir, pendant que la fête bat son plein, le roi Puck est exposé dans une cage surélevée. Alors ce sont 3 journées extrêmement codifiées. On commence par le Gathering Day, le jour du rassemblement, pendant laquelle la Queen of Puck, jeune écolière du village, couronne la chèvre. Elle le promène partout dans la ville avant de lire la proclamation royale accordant la liberté totale à la ville. Comprenez, ouverture des pubs jusqu'à 3h du matin. Oui. Le deuxième jour, c'est le Fair Day, le cœur de l'événement, soit la foire aux chevaux et aux bovins, rendez-vous incontournable de l'été pour les agriculteurs, la communauté des travelers irlandaises et aussi les touristes, puisque cet événement, cette foire attire près de 80 000 visiteurs dans cette petite ville de 6 000 habitants. Et enfin, le troisième jour, c'est le jour de la dispersion, le Scattering Day. On fait faire un dernier tour du village au bouc avant de lui rendre sa liberté dans les montagnes. Alors, Isadora, il y a tout de même une question qui les domine toutes. Pourquoi un bouc ? Eh bien, il se dit dans la région que c'est en l'honneur d'une chèvre, d'un bouc, venu prévenir les habitants de Kilorglin de l'arrivée imminente des armées de l'anglais Oliver Cromwell. La chèvre, le bouc, aurait donné aux gens du coin le temps de se cacher ou d'organiser leur défense. Alors, il y a aussi d'autres versions qui parlent de la célébration du sauvage pendant la période des moissons. Et puis, il y a quand même cette autre question posée par les défenseurs de la cause animale. Sa Majesté est-elle si bien traitée, ainsi exposée en plein soleil dans une cage ? Et la canicule de 2022 avait fait grand bruit, puisque face à un bouc particulièrement mal en point, les associations avaient obtenu qu'il soit descendu de son piédestal plusieurs fois par jour. Depuis, c'est la guerre. D'un côté, les défenseurs des animaux que cette affaire renchère et qui réclament l'exposition d'un faux bouc symbolique, et de l'autre, les locaux qui estiment que les vétérinaires présents sur place assurent la sécurité de l'animal et qu'on ne va pas annuler une tradition vieille de 400 ans. Ainsi, la Puck Fair sera certainement un autre grand paradoxe de l'été à l'européenne, c'est-à-dire voir des citoyens de la République d'Irlande se battre littéralement pour le maintien d'une tête couronnée. Et oui, voilà, espérons que ce bouc aura profité de l'éclipse pour s'enfuir, peut-être, on ne sait pas. C'est possible, en tout cas. Merci beaucoup, Isadora, pour ces chroniques et cet été à l'européenne. Allez, on passe à vous, Théophile. Le 15 août approche, cette semaine, mais cette année, beaucoup de feux d'artifice prévus seront annulés, notamment à cause du risque d'incendie. Et donc, de plus en plus de communes remplacent la pyrotechnie par des spectacles de drones. Justement, expliquez-nous les spectacles de drones. Comment ça marche ? On a tous souvenir petit de ces grands feux d'artifice l'été. On avait le droit de se coucher plus tard, exceptionnellement, pour les voir. C'était magique. Le ciel zébré de couleurs, les bruits d'explosion des fusées. Et ça, malheureusement, pour beaucoup cette année, c'est râpé. Comme l'année dernière, des centaines de spectacles de pyrotechnie ont été annulés pour le 14 juillet. Interdiction préfectorale dans les zones les plus sensibles. Même chose pour le 15 août. Alors, certaines communes prennent les devants et se convertissent au spectacle de drones. C'est le cas de Saint-Brévin-les-Pins, à côté de Saint-Nazaire. Jean-Mathieu Courrézy. J'ai déjà ma place. Un show de 500 drones prévu le 15 août. C'était le cas à Tours, le 14 juillet. Là aussi, un spectacle 100% drone. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'avantages. Pas de déchets, ça fait moins de bruit, donc moins dérangeant pour la faune. Ça fout pas le feu. Bref, beaucoup de municipalités ont pris leur téléphone en urgence ces dernières semaines pour remplacer le feu d'artifice. Sauf que c'est pas si simple. Alors pourquoi c'est pas simple ? Un spectacle de drone, ça ne s'improvise pas. D'abord, il faut contacter une entreprise spécialisée. Il y en a pas 36 000. En revanche, il y a 36 000 communes en France, ou presque. Donc, si chaque municipalité veut son show le même soir, forcément, ça coince. Ensuite, il faut que l'entreprise
compose le show. Vous savez, en général, c'est du sur-mesure, c'est l'avantage avec les drones. Maintenant, on leur fait faire des chorégraphies de dingue. Tiens, c'était le cas à Bordeaux pour la fête du vin. Regardez. Ah oui, en effet, oui. Ouais, c'est circonstance. C'est à propos, Voilà, exactement. Voilà, il faut obtenir aussi les autorisations de la préfecture et de la direction en général de l'aviation civile. Pareil, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et puis, il y a un autre hic, pas anecdotique. Le prix. Oui. Un spectacle de drone, c'est minimum 10 à 15 000 euros. Ouais. Ça peut être bien plus, pas à la portée de toutes les communes qui dépensent en moyenne 4 500 euros pour un feu d'artifice. Donc, ça ne va pas remplacer nos feux d'artifice? Non, en tout cas pas à 100%. D'ailleurs, beaucoup de mairies, notamment des grandes villes, font le choix de shows hybrides. Drone et pyrotechnie. C'était le cas à Paris pour le 14 juillet. Voilà, sûr, ouais. 1600 drones autour de la Tour Eiffel. Ce sera le cas ce samedi à Marseille. Les nostalgiques du feu d'artifice ne seront pas déçus. Je vous laisse avec ces images de zinzin. Un show en Chine de drones, 16 000 drones. 16 000 drones. Voilà. Ah oui. C'était en octobre dernier. On est vraiment encore des petits joueurs. Oui, mais est-ce que tout ça vaut le charme d'un « Oh, la Belle Rouge, oh, celui-là, trop beau !» Et puis du bouquet final. Chacun jugera. C'est un vrai débat, là aussi. Merci beaucoup, Théophile. Merci, mes amis, à suivre sur Arte, votre série animée Putain de chat. Puis un Lars von Trier, Cosmique, avec Kirsten Dunst et Charlotte Gainsbourg. Mélancolia, ça ne se rate pas, en plus, un soir d'éclipse. Allez, nous, on se retrouve bien sûr demain, 20h05. Tchuss.